Voilà. Donc, je vais rapidement vous présenter, ce que c'est Data Plus Women et pourquoi on fait ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ouais. Parfait. Donc, voilà, bienvenue. Merci d'avoir nous rejoints là. Data Plus Women, comme j'avais dit, c'est une plateforme qui nous est donnée par Tableau. C'est une entreprise qui a construit un software pour visualiser la donnée. Et l'idée, c'est d'avoir une communauté pour les femmes qui travaillent dans les données ou dans les thèmes digitales. L'idée, c'est de promouvoir le beau travail qu'elles font malgré le fait que c'est considéré comme masculin, le domaine. Actuellement, Data Plus Women, donc ça se fait par ville. Donc, Data Plus Women est présent genre dans Paris, Londres et les grandes villes. Enfin, la totalité contient des milliers des membres aujourd'hui. Voilà, on est sponsorisé par Tableau et c'est différent. Quelqu'un a mentionné Tableau User Group, TUG. Donc, comment on est différent de TUG? La différence entre TUG et Data Plus Women, c'est que dans Data Plus Women, on peut parler de n'importe quel topic, n'importe quel sujet qui est autour de data. Donc, comme quoi aujourd'hui, on parle de leadership dans un monde digital. Et puis les ressources, vous connaissez déjà tous les liens, mais je peux vous les passer après si vous êtes intéressé. Et puis le programme rapidement, vous le connaissez déjà, mais voilà, le premier conférence c'est par Thaïssa. Et puis après, on a Sylvie Valéry et ensuite, on va faire un peu de networking. Donc, je vais rapidement introduire Thaïssa avant de la passer la parole. Donc, moi, j'ai connu Thaïssa en tant que fondateur de Women in Digital. C'est un groupe des femmes qui est dans la Suisse entière, qui est pour promouvoir et célébrer les femmes qui travaillent dans le domaine digital. Et je l'ai connue comme ça, mais j'ai découvert qu'elle est fondatrice de Y Coaching. Donc, c'est une entreprise qui coach les gens pour comprendre leur style de leadership et améliorer leur leadership et avancer dans leur carrière dans une manière générale. Elle fait aussi beaucoup de mentoring et beaucoup de coaching. Si vous regardez son CV, donc sur LinkedIn, elle travaille beaucoup avec les startups. Elle est guest lecturer pour HEC Genève ou le Head Genève. Et elle est une conférencière très passionnée et engageante. Donc, je vais la passer la parole. Eh bien, merci pour l'introduction, c'est top. On est en plus un petit groupe, mais petit ne veut pas dire pas bien, on est entre nous et je voudrais en fait qu'on se mette dans un état d'esprit qu'on est dans du conversationnel aujourd'hui, même s'il y a des ordinateurs, même s'il fait beau dehors. L'objectif, c'est de pouvoir parler de certains aspects de la culture digitale et comment devenir un leader éclairé dans l'ère digitale. Parce que c'est vrai que c'est une problématique qui se retrouve pour beaucoup et qu'on ne sait pas forcément comment aborder. Voilà, je lance ma présentation. Et on ne sait pas comment aborder parce que tout ce qui s'agit de culture d'entreprise est quelque chose qui prend du temps. Donc, je ne prétends pas aujourd'hui vous donner toutes les solutions. Je vais essayer de parler, pas en théorie, mais des aspects fondamentaux, d'après moi, de la culture digitale, du leadership digital. Et dans une autre partie de la présentation, un tout petit peu comment je fais avec mes clients et comment même vous pourriez faire vous-même en entreprise, vous-même en tant qu'indépendant pour pouvoir accélérer et la transformation digitale, mais aussi la performance de votre entreprise au global. Parce qu'il ne s'agit pas que d'accélérer pour accélérer le digital, c'est à quoi ça sert. Donc, on va pas mal en parler aujourd'hui. Donc, ici, mes coordonnées. Donc, Fatima m'a déjà présenté. Je vous invite à aller sur mon site, me contacter par mail, se connecter sur LinkedIn avec ce gros QR code que je fais pour vous exprès.
Et puis, mon LinkedIn, j'espère que je serai connectée avec toutes celles avec qui je ne suis pas connectée. Et puis, merci à toutes celles qui me connaissent déjà et qui veulent me supporter encore une fois pour parler. Et j'espère qu'à vous toutes et à vous tous, parce que je sais qu'il y a aussi des hommes, j'apporterai des éléments de réflexion et je me réjouis en tout cas de vos questions ici ou ailleurs. Donc, pour l'agenda, alors on a 25-30 minutes, donc sachant qu'il faut que j'accélère déjà maintenant. 3 parties. Alors, j'essaye de ne pas faire des présentations où vous allez avoir des choses qui sont convenues. Donc, essayer de bousculer un petit peu et puis faire réfléchir ensemble, en fait, les personnes. Donc, on parle de culture digitale, mais est-ce que ce n'est pas en fait en soi la culture de la peur, le digital, le grand méchant loup? Ou est-ce que, et où c'est la culture des opportunités, donc des opportunités business dans un monde qui va très vite et on doit prendre des décisions rapidement en tant que leader et en tant qu'entreprise. Et puis, si on parle de culture, on parle aussi d'état d'esprit. Donc, 3 éléments clés en fait de l'état d'esprit. C'est un état d'esprit qui est libre, agile et collaboratif. Et puis enfin, on va vraiment aller assez rapidement dessus, mais en tout cas, l'idée, c'est de catalyser les talents digitaux en entreprise. Et vous allez voir ce que je veux dire par ça, mais déjà en dire un mot, qui n'est pas uniquement les gens qui sont dans les départements IT ou digital, mais vraiment au sein de toute l'entreprise, ce qui va permettre d'accélérer la culture digitale. Alors, ce rouge, c'est pour vous réveiller. Il y en a 3. Donc, de temps en temps, vous allez avoir un sursaut sur votre écran. C'est pour vous dire qu'on passe à la prochaine partie. Donc, oups, excusez-moi, je reviens, ou pas, voilà. Donc, avant de lancer cette vidéo, peut-être certains d'entre vous la connaissent, je vous invite à la regarder et puis je reviendrai commenter après. Alors voilà, pour ceux qui connaissent déjà cette vidéo, je peux déjà, pardon, ici, oups, excusez-moi, voilà, j'ai un petit souci dans mes slides. Voilà, pour ceux qui connaissent cette vidéo, elle est une introduction vraiment, donc là on parle d'une vidéo dans les années 90, si je ne me trompe pas, où on avait ces gros ordinateurs, ces open space avec des boîtes et où la technologie était quelque chose d'assez mystérieux. Et souvent, quand ça ne marchait pas, on avait ce que j'appelle, même encore aujourd'hui, l'état d'esprit du ticket. Donc, le ticket, pour ceux qui connaissent, c'est dès qu'il y a un problème, on redirige vers l'IT et puis on se moque un peu de savoir comment ça fonctionne. On sait juste que ça doit fonctionner tout le temps sans vouloir comprendre déjà comment ça peut mieux me servir et comment je peux s'il y a une problématique, même réfléchir à pouvoir adapter les différents usages. Et pourquoi je vous partage ce slide avec ce grand iPhone, c'est qu'on est arrivé à culture de la peur par rapport à la technologie, où la technologie est plus grande que nous. Or, la technologie est un catalyseur et permet en fait d'atteindre, si bien utilisé, bien appréhendé, et bien distiller dans l'entreprise plus facilement les objectifs entreprise et de communication. On a aujourd'hui des peurs comme de ne pas savoir assez, d'être dépassé par la technologie, de se faire remplacer des humains ou les robots. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très prégnant, et notamment avec l'intelligence artificielle, où on nous dit que les tâches sans valeur ajoutée vont être prises en charge par des robots, par de la technologie, alors que l'humain a besoin en fait d'itération dans les tâches parce que la routine permet aussi au cerveau de se reposer. On a peur de ne pas avoir assez de temps pour mettre en place une stratégie et puis même qu'on la met en place le temps que ce soit validé. On a peur de ne pas savoir quelle technologie pour quels objectifs et aussi pour quels résultats, puis que ce soit trop cher. Donc en fait, on est beaucoup drivé par la peur et j'ai aussi discuté de ça dans mon interview hier, que la peur est quelque chose qui se traduit notamment par les offres d'emploi. On nous demande de savoir énormément, on a parfois des chefs qui vont savoir moins que nous.
Pour revenir au titre de ma conférence, c'est vrai, je suis allée un peu vite, c'est comment apprendre la culture digitale à mon boss. Donc, c'est une petite pique parce que déjà, votre boss, c'est vous-même. Si vous attendez que votre entreprise vous fournisse en fait tout ce qu'il vous faut pour pouvoir apprendre le digital, ben, il va falloir avoir une autre perspective. Et puis, en parallèle de ça, c'est un échange à entamer ou à continuer avec votre direction parce que la culture ne se met pas en place du jour au lendemain. Donc, la peur, elle vient aussi de l'inconnu. Ce dont on a peur, c'est ce qu'on n'appréhende pas encore et ce sur quoi on n'a aucune connaissance. Donc, il ne suffit pas d'avoir les compétences, justement. Si on parle de transformation numérique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce qu'on l'entend tellement et puis les gens disent, ça y est, ils sont transformés. En fait, la transformation numérique, ce n'est pas un point A, un point B, c'est une cible mouvante. La maturité digitale, la transformation numérique. Donc, j'ai trouvé cette définition de Kaleido Insights qui est dans une ancienne personne de Prophète, qui est un leader dans le digital et les white papers, qui dit que c'est un changement technologique, oui, certes, mais aussi culturel et opérationnel, dans lequel les entreprises vont exploiter les données. Donc, on est dans le cœur du sujet avec ce groupe. Et ça veut dire quoi, exploiter les données? Ça veut dire qu'on les fait travailler pour nous. Ça veut dire qu'on n'est pas submergé par les données et on essaye aussi d'apporter, enfin c'est l'objectif final, apporter de la valeur client et faire du résultat aussi, mais innover avec agilité. Alors, c'est vrai que c'est des mots qui sont très utilisés, on va les aborder rapidement aujourd'hui, mais aussi maintenir le dynamisme, parce que ce n'est pas en fait des para-coups, ça se fait en continu. Donc, quand on a demandé, je vous invite à aller voir cette étude par Deloitte, un Digital Transformation Executive Survey. On a posé 3 questions je crois, à un millier de leaders, de cadres. Quels étaient les challenges, d'après vous, que rencontrent les entreprises dans leur envie ou essai de transformation digitale? Et assez étonnamment, mais pas vraiment, la culture résistante au changement se trouve en bas. Donc, on a un résultat supérieur à 100% parce que les gens ont donné leurs 3 plus importantes en fait, raisons pour ne pas réussir ou réussir la transformation digitale. Donc, la culture arrive en bas. Or, c'est dans toutes les autres études ce qu'on peut voir, ce qui bloque en fait pour une transformation digitale, c'est la culture d'entreprise. Et c'est aussi la structure en place. Donc là, pour le coup, c'est clair, la structure, la gouvernance, les départements, le temps de mettre en place les choses, le temps que même si on a un département qui est très agile, très innovant, les autres ne veulent pas l'adopter parce qu'ils ont peur, ils n'ont pas cette culture de la prise de risque. Donc les autres éléments, et c'est ça en fait, hein, toutes ces slides, vous pouvez aller voir votre boss et aller échanger avec votre boss, et même si vous êtes vous-même le boss, aller voir vos collaborateurs, comment on peut en fait agir sur ces différents points. Parce que si on se dit de manière globale, on veut de la culture digitale, donc là la coach en moi va parler, va se dire mais en fait c'est un trop gros objectif. Donc en fait tous ces points, c'est quelle est la structure qu'on a en place? Est-ce qu'elle permet le changement? Est-ce qu'elle permet la prise de risque? Le manque de focus et de priorisation, on le retrouve notamment quand en fait on a beaucoup de technologies ou alors on voit toutes ces technologies, on n'a pas de recul. Donc au lieu de se dire nous allons nous concentrer sur cette technologie parce qu'elle répond à notre historique, notre ADN et nos objectifs, on veut tout essayer. Alors on peut essayer plein de choses différentes, mais il faut voir qu'est-ce qui marche le mieux pour nous par rapport à notre secteur et qui va permettre d'avoir ne serait-ce qu'un avantage concurrentiel, ce qui est déjà formidable, mais surtout qui pourrait être adopté par les collaborateurs en interne. La mise à jour des systèmes et des processus et le manque de compétences et de talents. Alors ça, je le challengerais beaucoup parce que le manque de compétences, il vient aussi du manque de culture de la formation continue et de l'apprentissage continu. C'est évident que c'est beaucoup plus difficile d'apprendre en continu, alors de ce que les gens pensent aussi, parce que il faut un effort continu. Mais il est plus facile d'avoir un petit effort continu qu'un gros effort quotidien. Ponctuel. Alors, c'est un gros débat, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Mais j'ai vu aussi j'aime bien les citations et faire parler d'autres personnes, et pareil dans ces études de Gartner qui dit créer la bonne culture est la clé pour devenir un grand leader digital. Alors là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend juste que la culture, c'est quoi? C'est célébrer l'innovation. C'est-à-dire que l'innovation, ce n'est pas en fait, on a besoin de grandes innovations. L'innovation, elle peut commencer déjà avec une petite chose qui change en fait dans nos habitudes. Ça, c'est déjà innover.
et observer, parce qu'à même cause, même effet. Donc, en fait, quand vous faites quelque chose de différent, vous pouvez avoir des résultats différents aussi. C'est ça déjà l'innovation. C'est de permettre à vos employés, à vos collaborateurs et à vous-même en tant que leader d'entreprise de faire les choses différemment, mesurer les effets et voir en fait si on itère en expérimentant et où on arrête et on essaye quelque chose de différent. Et puis, la prise de risque et l'échec, ce n'est pas quelque chose qui est bien ancré, notamment du côté européen, plutôt plus dans les pays anglo-saxons, où la prise de risque et d'échec, elle est mesurée. Et plus on avance en fait dans cette culture, plus on sait quel risque va produire quel effet. Donc, la culture digitale, alors 4 points, parce qu'il faut déjà présenter qu'est-ce que c'est la culture digitale. Plutôt que de vous donner une définition, il y a 4 choses dont j'ai déjà évoqué quelques points ici. Donc, la vision des dirigeants, c'est quoi? C'est-à-dire que si tous les collaborateurs sont OK et se disent que c'est la bonne chose à faire, que d'apprendre le digital et de se former régulièrement, d'essayer d'avoir toute cette culture dont on a parlé, mais que les dirigeants, eux, restent dans un mode traditionnel par rapport à ne serait-ce que les pratiques business ou autres, ça ne va pas marcher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut du reverse mentoring, comme on dit avec cette conférence, comment apprendre la culture digitale à mon boss. Il faut aussi pouvoir intégrer dans la stratégie d'entreprise des basiques qui sont d'où je viens, où je suis et où je vais. Et par rapport à ça, quelle est la meilleure technologie? Et ça, en fait, tant que les dirigeants ne se forment pas, et quand je dis former, ça veut dire qu'ils apprennent à coder et qu'ils deviennent des développeurs. Ça veut dire qu'il faut qu'ils sachent quelle est de manière macro les différentes technologies et comment pouvoir les adopter. Et on en vient justement à l'état d'esprit et aux pratiques parce que je vais faire une petite équation ici. Les mentalités et les pratiques qui sont accélérées par la technologie donnent de nouvelles capacités à la compagnie. Autrement dit, un état d'esprit nouveau mène à de nouvelles pratiques qui sont amplifiées par la technologie. Ça, c'est important en fait de vraiment se rendre compte parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on va pouvoir mettre un petit peu d'intelligence artificielle, un petit peu de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Enfin, vous nommez la technologie que vous voulez. Il va se passer des choses différentes dans le parcours consommateur ou le parcours, l'expérience utilisateur en interne, mais aussi en externe. Et à chaque fois en fait qu'on introduit quelque chose de nouveau, il faut faire une pause pour pouvoir dire quels sont les effets qui ont été déjà mesurés maintenant et qui vont être mesurés dans le plus long terme. Et puis, il faut aussi voir que les mentalités sont les piliers de l'organisation et qu'elles sont enracinées dans une combinaison de succès passé et d'habitude. Donc, si vous ne challengez pas en fait ce qui a été déjà mis en place avant, quelle est la culture actuelle de votre entreprise, vous ne pouvez pas en fait dire je vais changer avant même de savoir quelle est la culture. Donc, il faut faire cet effort dans la gestion du changement, à savoir quelle est votre culture actuelle. Et puis, initier, expérimenter, apprendre, répéter. Il faut que ces 4 choses-là soient vraiment implémentées dans l'entreprise. Ça veut dire que initier, c'est tout simplement déjà se lancer. On parlait de la peur, beaucoup en fait d'entreprises n'osent pas y aller, ou alors si elles y vont, elles se disent allez, on met tout le budget sur une chose. En fait, c'est la culture des petits pas, c'est donner en fait des pilotes à certains départements, voir en fait comment on a des résultats qui viennent pas, qu'est-ce qui est comparable avec d'autres départements. Et puis apprendre à chaque fois, ça veut dire que comme le machine learning, l'intelligence artificielle, on apprend en fait de ces expériences et notamment avec plus on a de données, plus on arrive à se servir des différentes technologies. Et enfin, j'essaye d'aller assez vite, le dynamisme organisationnel. Donc là, je vais vous parler d'une étude Gartner qui a dit que les organisations les plus performantes avaient en commun un indicateur qui est donc ça, le dynamisme organisationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ces organisations ont créé des cultures qui sont capables de s'adapter au changement et d'adopter les technologies d'une nouvelle manière. Alors, on pourrait en parler longuement ici, mais voilà, retenez ces 4 points-là qui, en fait, quand on parle de culture digitale, sont vraiment en fait les portes d'entrée. Et tant qu'on n'a pas ces 4 points-là, c'est-à-dire s'interroger sur la culture actuelle, avoir une vision des dirigeants, avoir cet état d'esprit qu'on peut essayer, rater, recommencer, apprendre, et un dynamisme en fait dans l'approche par rapport aux technologies, par l'approche par rapport aux besoins des utilisateurs, passer à l'étape d'après, ce serait brûler les étapes justement.
Donc, je vous ai promis de vous réveiller de temps en temps si besoin, si besoin. Euh, on parle justement d'état d'esprit et je voudrais en fait qu'on parle, on a parlé de la peur. Il y a une autre chose qui est très commune en entreprise, c'est Iñaka. Alors, j'ai inventé ce mot, mais c'est plus une personne Iñaka, hein, parce que c'est facile de dire Iñaka. Il y a beaucoup de gens qui, notamment avec la culture digitale, profèrent beaucoup de Iñaka. Donc, je vous propose, donc là, c'est Mr. Burns, hein, le tyran boss, non pas que vous ayez un boss comme ça forcément, mais pas très compétent, qui s'accroche, patriarcal. Alors, ça peut être un homme ou une femme, hein, peu importe. Le sujet, c'est on s'accroche au passé et aux acquis. Et notamment cette question, et je l'ai traitée dans une autre conférence, c'est le why change. Pourquoi changer? Et en fait, c'est quelque chose qu'on challenge, qu'on doit challenger. C'est pourquoi changer? Parce que potentiellement, si on changeait ou si on faisait les choses différemment, on aurait de meilleurs résultats, on produirait d'autres effets. Donc, l'INIACA, c'est quoi? C'est faire une formation par an. On n'a qu'à faire une formation par an. C'est bon, ils vont arrêter de nous embêter, ces collaborateurs. On n'a qu'à recruter à l'externe parce que forcément, tous les gens en interne sont nuls. Donc ça, c'est un des mythes du digital et il faut des nouveaux leaders. Il faut recruter en externe parce que c'est trop cher de recruter les gens, de former les gens en interne. Ce n'est pas vrai. Les gens en interne, c'est vos piliers et c'est vos ressources les plus importantes. Il y a quand même, dans tous les cas, abandonner avant d'avoir commencé, avoir beaucoup de budget. Alors ça, c'est aussi, j'ai travaillé en agence. Beaucoup pensent que quand il y a beaucoup de budget, du coup, c'est facile, on peut tout faire. Ah oui, mais Nestlé ou Nespresso, L'Oréal, ils ont plein de budget. En fait, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Parce que le budget, alors vous pouvez avoir du budget si vous n'avez pas l'intelligence. Alors je sais que ça peut paraître des lieux communs ce que je dis, mais malheureusement je l'ai beaucoup vu. S'il n'y a pas d'intelligence dans qu'est-ce que vous voulez faire et la technologie va répondre à quel objectif, vous n'aurez pas sur la longue durée les résultats. Et un des piliers vraiment de la culture digitale, c'est la formation et l'activation des talents digitaux. On va le voir dans une partie juste après. Beaucoup aussi pensent qu'il faut avoir le CTO, le Chief Digital Transformation Officer, tous ces titres. Et en fait, cette personne va sauver tout et va pouvoir faire la transformation digitale, le nouveau mot clé fort de l'entreprise. Mais ce n'est pas suffisant. Une personne, un département ne peut pas changer toute la culture de l'entreprise. Pareil, on en revient à la vision des dirigeants, à Mr. Burns ici, qui doit être vraiment convaincu et puis attendre le bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Dans le dynamisme organisationnel, c'est aussi ça le challenge, c'est de pouvoir se dire comment en fait je peux commencer déjà, comment je peux donner les ressources à un des départements ou une personne qui a vraiment envie, qui est vraiment motivée. Donc il faut dire tout ça à votre boss. Et puis cette citation qui n'est pas une citation, mais quand je suis allée à l'IMD où il y avait le Digital Competitiveness Summit, j'ai vu cette formulation qui m'a beaucoup parlé. On a vraiment peur, la culture de la peur de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que l'intelligence artificielle est beaucoup plus forte avec les hommes. Donc là, on a un cobot, donc c'est un collaborative robot dans une usine aux États-Unis, peu importe. Pour aller vite, je vais juste vous dire un chiffre que Mercedes-Benz a constaté dans ses usines, c'est que quand ils avaient que les hommes et les femmes à part et les robots à part, la productivité n'était pas au rendez-vous. Alors, on va dire, bah oui, mais ça a toujours fonctionné comme ça. Mais de la même manière qu'avec uniquement les machines, ça ne marche pas parce qu'elles ne savent pas prendre en charge certaines tâches fines et certaines tâches où elles ont besoin de l'assistance de l'homme, même si ça paraît fou de dire ça. Et dans leur étude, ils ont vu que dans les hommes et donc hommes humains, hein, humains et robots ensemble étaient 85% plus productifs que l'un ou l'autre à part. Donc, c'est des vrais chiffres et je vous invite à aller les regarder. C'est d'ailleurs une étude du MIT, pardon, ce n'est pas de Mercedes, mais en collaboration avec Mercedes. Donc, la technologie n'est vraiment qu'une prolongation de nos propres habitudes et on en arrive au leadership digital. C'est quoi? C'est une définition pour le coup que j'ai créée parce que je n'arrive pas à trouver une définition en toute humilité qui me permettait de pouvoir expliquer qu'est-ce que c'est. Et c'est un grand mot parce qu'on dit mais le leadership, c'est le leadership. Oui, le leadership, c'est le leadership. Les caractéristiques du leader restent les mêmes. Mais pas, en fait, il y a ce mythe aussi des compétences techniques. En fait, les plus grandes compétences d'un leader, qu'il soit digital ou pas, sont les mêmes compétences qu'avant, pour certaines plus exacerbées, on va en parler juste dans quelques instants, mais c'est la transformation culturelle du management.
tant qu'il n'y a pas cette transformation du mindset qui est le digital, qu'est-ce qui peut m'apporter? Et en fait, c'est un non négociable. En fait, les choses n'avancent pas et ne peuvent pas en fait changer parce que si on développe que les compétences, on perd les autres parties de l'équation, qui est la transformation culturelle. Si on développe que les comportements, on veut dire qu'on essaye, mais on n'a pas les compétences. C'est-à-dire qu'on a l'état d'esprit, on fait les choses, mais on ne sait pas. Donc, c'est ces composants qui sont là, le culturel, les compétences et le comportement qui vont permettre de performer durablement dans l'ère digitale. J'avoue, ma chère Fatima, que je ne sais pas où j'en suis dans le timing, mais j'avance. J'espère que je suis bien. C'est bon, on n'est pas pressé. D'accord. Parce qu'on va aller à la plage et à la piscine après, n'est-ce pas? Donc, on a d'abord Sylvie et après, on va à la plage et à la piscine. Donc, le leader digital, il y a des choses en fait qui peuvent vous paraître redondantes, peut-être pas d'ailleurs, entre les différents partis, mais ne le sont pas. La vision à long terme, qu'est-ce que c'est? C'est ne pas en fait, et elle va de pair avec l'anticipation et le recul, si à chaque nouvelle technologie, à chaque nouvelle plateforme, réseau social, vous voulez tout adapter et en fait tout avoir à grande échelle, mettons que vous avez un budget immense, en fait vous n'avez pas cette vision à long terme, mais la vision même à long terme, c'est la vision à long terme pour votre entreprise, où vous voulez mener votre entreprise. Quelle va être en fait l'entreprise de demain? On voit que beaucoup d'entreprises qui se sont focalisées sur un produit ou des produits plutôt que en fait sur un ensemble de services ont périclité. Donc, il y a les Kodak et compagnie, on connaît tous ces différents exemples. Et de la même manière, on connaît un exemple comme Apple qui réinvente, alors même s'ils sont un peu en difficulté, mais qui se réinvente en permanence parce qu'ils ont une vision à long terme. Ils savent beaucoup plus en amont et en avant où est-ce qu'ils veulent aller. Et puis, l'expérimentation, c'est l'état d'esprit dont je parlais tout à l'heure. Oui, il y a l'innovation, mais aussi la création des conditions qui permettent aux gens d'innover, d'expérimenter. Alors, pareil, je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui pour le faire, mais il y a des choses simples que vous pouvez mettre en place, comme les workout loud circles, où les gens peuvent s'exprimer 10 minutes par jour ou par semaine. Il y a quelqu'un qui dit, bah voilà, aujourd'hui, je veux parler de cet article que j'ai vu. Est-ce qu'on peut explorer un petit peu plus? Vous voyez, ça, c'est déjà l'expérimentation, c'est faire des choses différentes. C'est permettre à un projet qui est dans un département de pouvoir être connu du plus grand nombre dans l'entreprise, ne pas attendre que ce projet en fait fonctionne forcément. Et ça, on n'a pas cette culture. On veut attendre que ce soit forcément déjà gagné et fait. Et l'autonomie des équipes, c'est aussi l'autre point. Alors, je pourrais aussi vous donner des exemples. Il y en a pour des industries comme la pharmacie qui ont essayé des choses qui sont magnifiques et qui ont cette esprit aussi start-up où ils vont pouvoir mettre en toute autonomie. Alors, pas toutes les entreprises peuvent faire ça, mais mettre en toute autonomie des équipes qui vont créer des produits complètement nouveaux. Alors oui, c'est de l'argent qui est investi, mais croyez-moi, c'est beaucoup moins d'investissement que de devoir après ramer quand on voit que le concurrent, lui, a une culture digitale qui est diffusée dans toute l'entreprise et que c'est quelque chose qui est itéré de manière beaucoup plus régulière. Et l'autonomie des équipes aussi, ça en lien avec la curiosité par rapport à vos utilisateurs en ligne, mais aussi l'empathie par rapport à vos collaborateurs, notamment par rapport à cette question de la peur. Ça veut dire qu'un leader digital doit pouvoir savoir qu'il est difficile pour ses équipes de se dire tout le temps, et même de l'être, d'être un expert dans toutes les technologies. Ce n'est pas parce qu'un de vos collaborateurs n'a pas une compétence digitale qu'il n'a pas toutes les autres compétences transférables ou d'autres compétences transférables qui sont tout à fait applicables. Et puis, l'apprentissage, c'est comme j'ai dit, créer cet environnement propice, mais les collaborateurs aussi ont besoin de soutien pour développer ces compétences, ces nouvelles compétences. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la formation, il y a le so what qui vient après. Hein, qu'est-ce qu'on en fait en fait de ce qu'on a appris? Comment on l'applique à petite, moyenne et grande échelle? Donc, voilà, on est dans la dernière partie de ma présentation. Je voudrais vous en dire tellement plus. Et puis notamment par rapport à catalyser les talents digitaux, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'ai un petit exemple de structure à venir. Et puis, donc par rapport aux compétences digitales, alors vous êtes toutes des expertes, experts en maîtrise des données, donc je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Néanmoins, je me dois en fait de parler quand même des données parce qu'on l'a vu dans la définition de la transformation numérique, qu'est-ce que c'était et comment il était important de pouvoir bien exploiter les données. Et en fait, dans cette maîtrise des données,
il y a une première chose que je vais vous dire qui est cette capacité, qui est une des compétences clés du XXIe siècle, c'est de se concentrer ou de ne pas être distrait. C'est-à-dire qu'on a tellement de sollicitations physiques et numériques aujourd'hui, et on le voit avec le confinement et le fait d'avoir toutes ces réunions, et on a nos téléphones. Donc en fait, la maîtrise des données, c'est aussi ça, c'est tout le bruit et toute la pollution que vos collaborateurs vivent, les interactions qu'ils vivent, et aussi que vos clients et consommateurs vivent en permanence. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, eux, ils ont tellement, alors, pardon pour les franglais, les mots franglais, mais de touch points, de points d'accroche différents dans le parcours consommateur, que si, en fait, vous n'êtes pas conscient de l'importance de l'un ou l'autre de ces touch points, à savoir, par exemple, quelqu'un qui est dans le supermarché ou dans un magasin, avant d'acheter le produit, il va aller checker en ligne un autre touch point. Donc, tout ça, c'est des données, des datas qu'il faut traiter. Mais avant même de vouloir les traiter, c'est de se dire et de s'élaborer une stratégie de données et de se dire qu'est-ce qu'on va aller chercher. Quels sont vraiment les indicateurs qui sont performants, pertinents pour nous et qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et ça semble une évidence, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ne font pas ça. Donc ça, il faut le dire à votre boss. Boss, arrête de me demander tout le temps des données, des indicateurs, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Et puis une fois qu'on a ces données, on en fait quoi? Et ça manque cruellement dans les entreprises. Donc vraiment faire la distinction entre des points de données pertinents et non pertinents. Je sais que ça semble facile à dire, mais bien sûr, il y a des outils pour aider, mais la multiplication des outils va créer quoi aussi? De l'anxiété, parce que les gens n'ont pas tous la même aisance avec les outils. Donc ça, il faut le prendre aussi en considération dans le rapport aux données. Identifier aussi, combiner des informations pour prendre les bonnes décisions. Donc on arrive au point transverse qui est l'excellence d'exécution. Et par rapport à ça, les environnements numériques sont dynamiques, ils sont riches, ils sont ambigus. Donc, si vous n'arrivez pas en fait à prendre du recul et l'anticipation dont on a parlé avant, ça ne fonctionne pas. Formation continue, j'en ai déjà pas mal parlé. Et puis, un dernier point qui est actuellement, actuellement c'est en anglais, des points les plus importants, c'est collaboration et influence. Ça veut dire qu'il y a tellement d'interconnexions dans l'entreprise que si, et notamment avec les différents outils digitaux, l'intranet, comment en fait on parle aux différents consommateurs, si on ne réalise pas que cette compétence interpersonnelle est l'une des plus importantes, eh bien en fait on n'arrivera pas à mettre une culture digitale en place. Et il y a eu beaucoup d'études là-dessus et qui disent que c'est une des plus importantes compétences pour le succès des dirigeants, car le travail des dirigeants et des leaders en entreprise, des managers, consiste à établir, améliorer et gérer des relations entre l'intérieur et l'extérieur. Et on le voit avec la multiplication des différents canaux. Donc, pour finir ma conférence, je voudrais vous donner un exemple de mise en place. Alors bon, on pourrait mettre qui veut, mais essayez de vous imaginer, de vous projeter comment ça pourrait s'appliquer chez vous. Donc, c'est un programme que j'ai développé qui s'appelle Digital Boarding. Et pourquoi boarding? C'est parce que c'est un embarquement, comme je vous ai dit, ce n'est pas un point A à un point B. C'est vraiment quelque chose qui est continu et surtout on embarque. Et boarding parce qu'il faut absolument embarquer votre board, votre direction, vos top managers, parce que sinon ça ne marchera pas. Et ce que je challenge énormément aujourd'hui, donc c'est non seulement les compétences techniques, mais aussi le fait que dans n'importe quel département de l'entreprise, que ce soit front office ou back office, il y a des gens qui, même s'ils n'ont pas les compétences digitales, ont envie de les avoir. Ces gens-là sont très importants, c'est vos ambassadeurs potentiels. Et les gens qui les ont ou qui pensent les avoir et qui sont en fait déjà digital savvy, comme on dit, qui ont cette envie, culture du digital. Ces gens-là, il faut aller les chercher pour que si vous pensez à faire l'effort de manière globale et de manière descendante, c'est la direction qui va dire à tout le monde quoi faire, ou c'est le département digital qui va dire à tout le monde quoi faire, en fait, vous êtes dans une relation, encore une fois, descendante. Or là, l'objectif, c'est de responsabiliser chacun dans l'échange avec un écosystème, pardon pour le mot, mais agile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les flèches que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ma souris, c'est le cas? Donc, les flèches que vous voyez, donc, ça veut dire que le digital, après que la direction ait été bien formée, qu'elle ait cette vision et qu'elle sache bien le digital, va donner tous les pouvoirs pour le digital et marketing, en tout cas toutes les ressources pour déjà bien comprendre quelle est la vision de l'entreprise, où l'entreprise veut aller. Le digital, lui, son travail, ça va être de sélectionner les technologies de manière globale pour l'entreprise
La partie des RH, les formations qui est très négligée aujourd'hui et pourtant ils ont tout le savoir-faire au niveau de formation, de transmission du savoir et de gestion du changement. Et ces personnes-là vont mettre en place avec le Digital IT et les différents départements métiers la bonne transmission et culture du knowledge management dans l'entreprise. Et ça se traduit comment? Ça veut dire que chaque département va piocher en fonction de ses besoins métiers les technologies qui sont pertinentes. Donc, on n'est plus dans le one size fits all, c'est-à-dire on donne vraiment la même chose à tout le monde. Il y a certaines choses qu'on sait qui vont fonctionner dans toute l'entreprise, dans tous les départements, mais il y a certaines technologies qui vont être plus pertinentes pour certains départements. Ça ne sert à rien de vouloir avoir le même logiciel dans tous les départements parce que ça va vous faire des économies. En fait, qu'est-ce qui va marcher? C'est que ces personnes-là vont s'approprier les outils et les technologies. On va avoir le Digital Catalyst qui va être au sein du département, qui va aussi former les gens au sein du département. Donc, il va pouvoir dédier 20%, 30%, 10% de son temps à ça et qui va, avec l'aide du département digital et RH, pouvoir mettre un dashboard en place, un tableau qui va pouvoir analyser les retours sur les différentes expérimentations digitales technologiques. Donc, à la fois avec des indicateurs clés communs pour toute l'entreprise, mais avec des indicateurs clés spécifiques. Et qu'est-ce que ça va permettre dans le temps de voir comment on obtient les résultats quantitatifs et qualitatifs. Donc, voilà, ça va être ma dernière slide. Pour ceux qui voulaient me poser des questions, il y a tout un processus par rapport à ça. Je l'ai mis en place, mais qui peut être appliqué et qui vous pouvez en fait tout à fait vous l'approprier dans votre entreprise. Et puis, les prochaines étapes, et c'est ma dernière slide pour de vrai, c'est de vraiment vous poser ces questions-là. C'est la coach qui vous parle, avec ou sans moi, de regarder quels sont les obstacles et les potentiels dans votre culture actuelle. Comment faire un bilan simplifié de leadership digital? Où en sont les différentes personnes de votre entreprise, les différents collaborateurs? Où en est votre boss par rapport à ça? D'accord? Et puis, pas faire juste des constats, c'est comme ça, c'est tout. Non, c'est se poser des questions. Comment on peut emmener à ce que les gens aient plus cette culture digitale? Recenser déjà toutes les initiatives digitales qui ont été faites pour pouvoir inspirer d'autres. Les gens ont cette humilité de dire non, je ne veux pas en parler, et surtout pas tant que c'est en cours, parce que je ne sais pas si ça va marcher. Et puis, comme j'ai dit, identifier les catalyseurs digitaux. Donc, voilà pour ma présentation. Merci pour votre écoute. J'espère que j'ai respecté le timing. Merci beaucoup. Et puis, je serais ravie d'avoir vos questions maintenant ou après. Je ne sais pas. Voilà, tous mes contacts. Merci beaucoup. Merci énormément, Taïssa. C'était très intéressant et j'ai trouvé personnellement assez dense. Bah oui. Essayez de suivre. Alors, avec plaisir pour vos questions alors. D'accord, ok. Alors, avec plaisir pour reparler. Audrey, elle a une question. Audrey, est-ce que tu arrives à peut-être… Alors, je vais peut-être arrêter le… Attends, je vais me remettre dans le… Un instant, juste, je vais me remettre dans le chat. Je ne sais pas où le voir. Alors, vous voulez que je la pose en direct, c'est ça? Oui, elle va poser en direct, oui. Alors, en fait, voilà. Une question dans la transformation digitale qui reste pour moi un des challenges les plus importants de tout ce que j'ai pu faire depuis 10 ans, c'est la prise de décision par rapport à l'outil. C'est-à-dire que pour concrétiser une idée, on va chercher un outil et très souvent, le choix de l'outil va être extrêmement émotionnel. L'émotion est très difficile c'est très difficile de détacher l'émotion du choix de l'outil, qui est finalement la concrétisation d'une stratégie. Enfin, pas toujours, malheureusement, mais enfin, en général, c'est quand même l'idée. Et donc, outre le fait, comme je disais tout à l'heure, qu'on décentralise les prises de décision et que quelque part, il y a une déresponsabilisation parce qu'on n'a pas cette culture digitale, et ça, tu l'as très bien expliqué, il y a quand même cet côté émotionnel qu'on ne peut pas détacher de la concrétisation. Et je n'ai à ce jour pas encore trouvé vraiment le moyen de contourner ça. Voilà, très souvent, on a choisi ça parce que machin, et nous, on applique, on implémente au mieux, mais sincèrement, c'est pas toujours très, très logique. Alors, merci beaucoup pour cette remarque, question, parce que c'est pour ça que j'ai mis cette vidéo du monsieur fâché au début, mais ça pourrait être nous tous et nous toutes ici, et c'est exactement en fait ce rapport qu'on a émotionnel, parce qu'il y a aussi cette peur de « je ne suis pas suffisant par rapport à la technologie » ou « la technologie est supérieure ».
La deuxième chose, c'est les contraintes économiques ou les opportunités économiques. Ça veut dire que si on met un logiciel, si on n'en met que pour 5 personnes dans l'entreprise, alors parfois ça va coûter moins cher, mais si on met pour plusieurs et pour plusieurs franchises entités, du coup, on va pouvoir avoir des prix moins chers. Donc ça, c'est déjà aussi une chose. Mais l'aspect émotionnel, moi en tout cas, et notamment quand j'ai travaillé en agence avec des entreprises et des grandes marques, j'avais un cas d'étude aujourd'hui, mais on n'a pas le temps, qui est par exemple L'Oréal. J'ai présenté déjà ce cas d'étude, donc je peux dire pour eux. Eux, ils n'ont par exemple pas l'aspect, la culture ils n'avaient pas à l'époque la culture digitale. Qu'est-ce que j'entends par ça? Ça veut dire qu'ils avaient la culture marketing, une culture du top-down. Ça veut dire qu'ils sont tellement connus qu'en fait, ils faisaient que de réplication, duplication de ce qu'ils avaient sur le print, sur la télé et autres. Et il y avait cet aspect émotionnel quand on parlait du digital, parce que pour eux, ils étaient objectivés sur tout ce qui était non digital. Et le digital faisait partie des peu de budget et de ressources au sein de l'organisation. Donc, ce que j'ai fait pour pouvoir les aider, et puis c'est quelque chose qui peut être duplicable, c'est essayer de les aider à se projeter dans le potentiel et dans le champ des possibles. À savoir que s'il y avait cette technologie en place, si on fait des scénarios, voilà ce que tu pourrais atteindre ou faire différemment. Et c'est le factuel qui va prendre le pas sur l'émotionnel. L'émotionnel, il est souvent alimenté par la peur. Donc voilà, une assez courte moyenne réponse. Merci beaucoup, Thaïsa. Est-ce que merci beaucoup pour les questions. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Thaïsa? On aura toujours le temps après les deux conférences. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Je pense que, ouais, on est déjà 15 minutes plus tard, donc je vais peut-être proposer de commencer avec Sylvie et après, on va reprendre les questions pour les deux. Et on peut rester dans cette réunion jusqu'au 18h30. Donc, on a beaucoup. Merci en tout cas. J'arrête le partage de ma présentation et puis je me réjouis d'écouter Sylvie. C'est magnifique ce dont elle va parler. Donc, bonne chance Sylvie. Merci. Du coup, je vais juste te présenter Sylvie. Je l'ai rencontrée dans un événement de réseautage et j'ai appris ce qu'elle faisait. Elle faisait des coachings avec les chevaux. Et c'était son premier coaching dont j'ai pris conscience, c'était le coaching avec les chevaux pour apprendre et améliorer son style de leadership. J'étais pas sûre parce que je suis une personne très donnée et très carrée et j'étais vraiment pas sûre que ça marche comme approche, mais j'étais tellement surprise dans le bon sens quand je suis allée dans cette formation. Et ça m'a forcé de prendre conscience de ce que j'ai dégagé de mon non-verbal. J'ai toujours connu que le non-verbal, c'est 80% de notre communication, mais je ne l'ai jamais vu faire apparaître si clairement que dans cette formation avec Sylvie. Du coup, voilà la petite anecdote. Sylvie, je pense que je ne dois pas trop dire, elle a plus que 18 ans d'expérience dans le coaching et si vous regardez son agenda, c'est plein, elle fait plein de formations et des ateliers pour les adolescents et pour les adultes pour les faire comprendre leur style de leadership et comment l'améliorer. Donc, je la laisse la parole. Merci Sylvie. Merci Fatima, merci Thaïsa. Je vais partager mon écran, je vais le trouver là. Voilà. Effectivement, ben voilà, ça fait maintenant ça fait depuis 2002 que je suis indépendante dans la formation et le coaching. Et en 2004, le cheval est rentré dans ma vie, au fait, par pur hasard. J'ai moi-même testé et j'ai vu ce que cela m'apportait et j'ai décidé de le prendre comme un de mes outils dans ma boîte d'outils. Mais j'ai d'autres outils. Attendez, si je mettais plein écran, ça serait plus sympa. D'autres outils. J'ai découvert aussi dernièrement, il y a 2 ans et demi, la cohérence cardiaque. Donc, le cheval, lui, ce qui va vous amener, effectivement, c'est aller voir le potentiel caché qui est en vous et comment le développer et surtout vous apprendre
à performer dans votre leadership, à performer dans votre propre leadership. C'est ça qui est important, c'est votre propre leadership, parce que chacun a son leadership et chacun a sa façon de faire. Et la cohérence cardiaque, et ça je reviens par rapport à ce que Thaïssa nous donnait avant, va vous aider à aller dans l'agilité et dans l'innovation en fait, parce qu'on va travailler avec le cœur, et le cœur, et je vous en dirai plus un peu après, mais le cœur est un cerveau très important qui est dans notre corps. Et comment l'utiliser et comment travailler avec lui. Le non-verbal, je vous ai mis cette phrase qui m'est venue l'autre jour, c'est le non-verbal représente ce que le corps montre et le corps montre ce qui nous anime. Et ce qui nous anime, ce sont nos pensées et nos émotions. Par rapport à ça, je vous invite à aller voir les travaux d'Emoto. C'est un japonais qui a fait les travaux sur les cristaux. Je pense que vous le connaissez, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, allez voir sur Internet. C'est quelqu'un qui a cristallisé de l'eau, mais pour chaque cristallisation qu'il a fait, pour chaque partie d'eau qu'il a fait, il a mis des pensées différentes. Et après, il a fait cristalliser dans le congélateur. Et ce qui était très intéressant par rapport à ça, c'est qu'on s'est rendu compte que chaque cristaux était différent. Et en sachant que notre corps, à peu près, on a 90% d'eau dans notre corps, c'est que là, par rapport à ça, c'est qu'est-ce que notre corps va montrer de nos pensées, qu'est-ce qui va ressortir de tout ça au niveau du non-verbal. Par rapport au non-verbal, dans votre vie, vous allez traverser donc des expériences, vous allez traverser plusieurs choses qui vont faire que ça va vous construire, ça va vous donner votre patte, ça va vous donner votre propre façon d'être et votre propre leadership. Et avec ça, c'est pour ça que je sais commencer à travailler avec le cheval, au fait. Parce que le cheval, dès qu'il vous voit, il sait exactement qui vous êtes. Vous pouvez vous trouver à 100 mètres, à 500 mètres devant lui, il va savoir qui vous êtes automatiquement. Parce qu'il va lire votre non-verbal. Et c'est ça qui est intéressant lorsqu'on travaille avec lui. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée et c'est pour cette raison-là que je suis partie dans cet outil avec le cheval. J'ai travaillé avec une personne au tout début et on a commencé à travailler ensemble, donc c'était ma collaboratrice. Et j'ai eu une séance avec elle au sujet de travailler sur une formation. Je n'ai pas pu mettre un seul mot, émettre une seule idée, faire quoi que ce soit dans cette séance parce qu'elle savait tout sur tout. Donc, je suis sortie de là avec comme une impression de mal-être. Je n'ai pas pu donner, j'ai rien pu faire. Et juste après, comme par hasard, je suis allée travailler avec un cheval et on a travaillé en liberté. Ce que vous devez savoir, c'est ce que vous émettez va faire que le cheval va aller, va faire les choses, au fait. Et donc, il tournait autour de moi en liberté et à un moment donné, je l'ai arrêté juste avec mon intention. Le cheval s'arrête, se place devant moi et tout d'un coup, il a commencé à marcher dans ma direction. Et moi, je reculais. Et il continuait à marcher et je continuais à reculer. Jusqu'à un moment donné où la fille qui était avec moi, qui me coachait à cette époque-là, me disait, mais tu peux m'expliquer qu'est-ce qui se joue là? Je dis, ben oui, il me marche dessus. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se joue réellement? Ben, il me marche dessus. Au bout de la 3e et 4e fois que je lui disais la même chose, j'ai dit, je sais exactement qu'est-ce qui est en train de se passer. Et là, elle me dit, OK. Et à ce moment-là, le cheval s'est arrêté. Il était juste en train de me faire vivre physiquement dans l'état émotionnel dans lequel j'étais. Donc, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est que lorsqu'on travaille avec le cheval, on a la réponse directement. Et les gens arrivent à changer le soir même de comportement. Et en parlant de ça, donc nous pouvons effectivement travailler avec le cheval au niveau de la présence. Dès que je suis plus présent avec lui, dès que je pense à ma liste de commissions, à ce que je vais faire le soir, automatiquement, le cheval va s'arrêter ou va faire autre chose. Avec l'intention, et c'est ça qui est très intéressant par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est qu'avec l'intentionnalité, je peux arrêter un cheval. Avec l'intentionnalité, je peux dire au cheval, non, tu ne m'approcheras pas ou tu viens vers moi. Donc, ça montre aussi à un degré plus loin avec les êtres humains, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. On peut être tout à fait en présence et en intentionnalité avec quelqu'un, même
loin de lui. Et là, je parle très souvent de maintenant, puisqu'on travaille beaucoup par Zoom ou par Skype, c'est comment j'arrive à être avec les autres tout en étant loin d'eux. Et ça peut être intéressant à développer aussi au niveau du leadership. Maintenant, si je prends le non-verbal par rapport aux humains, je pense qu'il vous est arrivé souvent ce genre de choses, mais moi, il m'est arrivé 2 expériences assez incroyables, dont une avec mon ancien directeur lors d'une séance de qualification. Les mots étaient sympas, les mots étaient corrects, il n'y a pas de souci avec ça. Il n'avait rien à me reprocher, mais tout d'un coup, je suis sortie à la fin de la séance de qualification avec lui. Je suis sortie de son bureau et j'ai foncé à la cafétéria. Et sur le chemin, je rencontre une collègue qui me dit « Mais qu'est-ce que tu as? Tu es complètement énervée. » J'ai dit « Je ne sais pas, mais je dois aller chercher, je dois aller prendre le journal et aller voir les offres d'emploi. Je ne peux pas te dire pour quelle raison, mais c'est comme ça. » Et effectivement, quelques temps après, parce que bien évidemment, je ne me suis pas écoutée plus loin, n'est-ce pas? Donc, je ne suis pas partie, je n'ai rien fait de spécial. Mais quelques jours après ou une semaine après, l'harcèlement et du mobbing est rentré en ligne de compte vis-à-vis de moi, ce qui a dû à un moment donné, au bout de quelques mois, la haute direction a pris la décision de licencier la personne. Parce qu'effectivement, mon corps l'avait déjà senti au départ et son non-verbal était parlant, mais simplement, je n'ai pas été beaucoup plus loin. Une autre expérience qui m'a parlé par rapport au non-verbal, je donnais une formation à une assurance et c'était le département juridique qui était là avec 15 personnes. Et on travaillait sur plusieurs mois et 2 jours par mois sur plusieurs thèmes différents. Et un des thèmes était justement de trouver des solutions à des problématiques. Et ils m'ont exposé effectivement une problématique au départ. Et je sentais qu'il y avait déjà des tensions par rapport à ça. Mais ils sont partis par petits groupes travailler ensemble et ils sont revenus en plénière. Et au moment où ils sont arrivés en plénière, j'ai eu comme une forte négativité qui m'est arrivée dessus. Et la seule chose que j'ai pu faire et dire à ce moment-là, c'est « Waouh! Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème par rapport à ça ?» Et ils m'ont dit « C'est juste le prénom que tu es en train de nous dire là parce que tu ne te rends même pas compte de comment on est fâché et qu'est-ce qui se passe. » Et là, on a retravaillé tous ensemble. Et ils sont partis réconciliés et ils sont partis avec une résolution de problème. Et ils étaient avec la banane en partant. Mais qu'est-ce qui me montre là par rapport à ça? C'est que si on sait écouter les signes qu'on nous donne, on peut aller rapidement à une résolution de problème parce qu'on peut verbaliser. Et si on ose verbaliser, les autres peuvent verbaliser ce qui se passe. C'est si on ne dit rien, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Et ça, c'est important. Donc, lorsque l'on travaille avec le cheval, entre autres, on travaille vraiment sur la présence et sur l'intention et sur l'attention. Parce qu'on peut faire bouger un cheval à distance. Et un cheval, c'est 600 kilos. Et c'est impressionnant, en l'occurrence aussi. Je dois aussi vous dire une chose, c'est que moi, je travaille, malheureusement, mes bases de travail, c'est mon corps et c'est mes expériences de vie, au fait, parce que j'ai traversé énormément de choses. Et dernièrement, j'ai traversé quelque chose qui m'a amené à perdre mon leadership. Je suis quelqu'un qui a toujours eu énormément de leadership. J'ai créé ma vie et j'ai réalisé tous mes rêves, au fait. Parce que j'ose faire et j'ose prendre des initiatives. Mais il y a eu un moment dans ma vie où j'ai perdu complètement mon leadership, ce qui m'a amenée à 2 doigts de la mort, au fait. Je me suis amenée toute seule à l'hôpital un vendredi soir pour le lundi à 17h se rendre compte que je devais partir en urgence au CHUV à me faire opérer du cœur le lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai une bactérie qui m'a attaqué le cœur et qui a détruit 2 valves, nécrosé une partie de celui-ci et une partie du cervelet.
Donc, ok, tout ça, c'était bien. Je ne devrais pas être là aujourd'hui, mais je suis là aujourd'hui. Et après avoir été sortie des soins intensifs, je me dis, fine, c'est super, mais ma vie n'a pas changé. Donc, il faut que je retrouve mon leadership, il faut que je retrouve mon envie de vivre pour pouvoir continuer. Parce que si je ne mets rien en place, rien ne va changer. Et comme par hasard, le cœur est arrivé vers moi directement. Et ce cœur, j'ai commencé à l'entendre battre, je l'ai commencé à l'entendre pleurer aussi, j'avais des sanglots. Donc, quand on dit que le cœur, c'est le siège des émotions, je vous promets que c'est vrai, parce que j'avais carrément des sanglots qui sortaient. Je vous parlais en ce moment, et donc, j'avais un truc qui sortait comme ça, et je ne pouvais pas l'arrêter, au fait. Et donc, je suis partie en cohérence cardiaque, à faire de la cohérence cardiaque tous les jours. Depuis 2 ans et demi, c'est ce que je fais. Et là, ce que je vous ai mis, je mets un petit peu le slide un petit peu avant, mais c'est vrai que le cœur, c'est un petit organe, si petit, mais par contre, s'il s'arrête, on meurt. Il régénère tous nos organes en nettoyant le sang, et ça c'est vrai parce que j'avais détruit tous mes organes puisque mon cœur ne fonctionnait plus du tout. J'étais en train de me noyer au niveau des poumons, les reins ne fonctionnaient plus, enfin tout était dans un état assez pitoyable. Il nous aide à prendre la distance. Lorsqu'on travaille avec la cohérence cardiaque, vous allez voir, je vais vous expliquer après avec un tableau, mais je vous le redirai, on va travailler aussi sur l'amplitude de notre zone de confort. Donc, plus on a une zone de confort grande, plus on va pouvoir prendre de la distance avec ce qui arrive dans la vie. Les difficultés qui nous arrivent, elles vont nous paraître, ok, pas simple, mais beaucoup plus facile à prendre en charge. Et il nous aide aussi à améliorer notre qualité de prise de décision. Il améliore aussi notre relation avec notre entourage. On va moins se heurter à certaines personnes, on va mieux comprendre certaines situations et surtout, on va se laisser le temps de comprendre. Il a aussi une action régulatrice sur le stress et les conséquences délétères. Là, Thaïssa a parlé de peur dans sa conférence. La peur, c'est l'ennemi numéro 1 au fait pour nous, parce que ça va nous bloquer. Et c'est ce qui m'est arrivé avant de tomber malade. Ce sont des peurs qui sont arrivées, et ce sont des peurs qui n'étaient pas forcément, comment je dirais, justes, mais vu que j'avais tellement peur, tout s'est arrêté, je ne pouvais plus, j'étais bloquée. Et il améliore aussi notre vie psycho-émotionnelle. On dit, et il y a plusieurs livres qui en parlent, que le cœur est notre cerveau le plus important à l'heure actuelle. Pour quelle raison? Alors, je ne dirais pas qu'il est le plus important, parce que j'aime pas être le ou, j'aime faire du et. Donc, moi, j'aime me servir de tout ce qui m'est donné pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir performer, en fait. Le cerveau, lorsque vous vivez une situation, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre cerveau, il va aller chercher une situation déjà connue, il va la plaquer sur cette situation-là. Ça, tout le monde le sait, je ne vous apprends rien par rapport à ça. Par contre, le cœur, lui, il va vous ouvrir sur d'autres possibilités. Il ne faut pas oublier que c'est le cœur qui régénère tous vos organes et c'est le cœur qui régénère aussi le cerveau. Donc, si vous commencez à savoir travailler à travers votre cœur, vous allez voir d'autres possibilités et d'autres façons de faire. Ce qu'il faut aussi prendre conscience, c'est que ça fait 530 millions d'années que notre corps a commencé à se développer. Donc, on a encore des schémas archaïques en nous. À l'époque, lorsqu'on avait peur, on avait peur pour des moments très spécifiques. Ça veut dire qu'on rencontrait un animal dangereux, on a rencontré un lion, on rencontrait d'autres animaux. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait fuir. Donc, dans la fuite, on trouvait un endroit pour se cacher, soit on montait dans un arbre, soit on trouvait une solution. Mais c'était de courte durée. Maintenant, le stress, la peur, toutes ces choses-là qui amènent le stress, ça dure très, très, très longtemps, au fait. Et ça nous enferme dans des façons de penser aliénante, au fait, où on n'arrive absolument pas à s'en sortir, où on ne pense pas qu'on peut trouver d'autres solutions. J'ai eu de la chance de pouvoir faire un tour du monde
Et en faisant mon tour du monde, j'ai pu remarquer qu'il y avait 1001 façons de résoudre une problématique. Sauf que quand on a peur, on n'a qu'une seule façon, voire deux façons de penser. Aussi, ce qui a été étudié au niveau scientifique, c'est que le cœur rayonne à 2,50 m de votre corps. Ça veut dire que si vous êtes bien, si vous êtes en bonne santé et que vous êtes bien dans votre corps et dans vos pensées et que vous êtes positif, il va rayonner à 2,50 m. Ça va aussi vous amener du positif. On avait l'habitude de dire, parce que j'ai travaillé quelques années, même pas mal d'années dans une agence de voyage, et j'étais responsable de formation dans cette agence, et on avait l'habitude de dire que lorsque on était mal, on attirait tous les clients à nous. Méchants, pas très sympathiques. Pas méchants, mais pas très sympathiques. Et c'était vrai, à chaque fois qu'on ne se sentait pas super bien, on attirait le négatif vis-à-vis de nous. Et ça, c'était quelque chose qu'on travaillait pas mal par rapport à être bien et être au meilleur de soi lorsqu'on était à notre place de travail au niveau de la vente. Il nourrit aussi notre faculté d'adaptation. C'est ce que je vous disais au départ, c'est qu'il va nourrir l'agilité, le savoir-faire autrement, l'adaptation, être plus flexible. Et c'est ce qu'on nous demande à l'heure actuelle, c'est aussi d'être beaucoup plus flexible dans la façon dont on mène notre vie, dans la façon que ce soit notre vie professionnelle ou notre vie privée. Et là, on le voit très clairement avec le coronavirus, qu'est-ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, au fait. On nous demande de nous adapter à des situations qui sont juste hors normes, la fermeture des frontières et ainsi de suite. Avec cette slide, ce que j'avais envie de vous montrer, je ne sais pas si vous voyez mon curseur par rapport à ça, c'est que on a un cerveau, on a une moelle épinière, et ça c'est le nœud central au fait. Et on a deux zones différentes. On a une zone qui s'appelle le système orthosympathique. Donc, si on prend le code, ça fait SOS, c'est le système sympathique, ou le système parasympathique et le système SPA. Quand on est stressé, quand on a des peurs, quand on a des rancunes, quand on est anxieux par rapport à notre futur, par rapport à ce que la vie peut nous donner comme challenge, quand on a des pensées négatives, on va déclencher la sécrétion des hormones de stress, qui soit de l'adrénaline, soit du cortisol. Si on reste longtemps dans cette zone-là, donc ça veut dire qu'à un moment donné, cette barre-là, ça peut être un balancier de pendule. D'accord? Si on reste longtemps dans cette zone-là et qu'on navigue dans cette zone-là, et qu'on va avoir à un moment donné de la diminution du sens de la vie, des difficultés à faire des prises de décision, on va avoir des problèmes émotionnels physiques aussi. Même si on commence à aller un tout petit peu là, ce n'est pas suffisant. Parce que là, on est vraiment dans aller de l'avant, faire des choses, d'aller dans le stress, qui peut arriver même jusqu'au burn-out. Si on n'arrive pas à aller dans cette partie-là, on va partir, là, cette partie-là, c'est tout ce qui est recomposition, restitution, repos. Et si on n'arrive pas à aller dans le repos, dans les émotions, dans les pensées, dans les images, dans les attitudes, les comportements positifs, dans l'apaisement du corps, dans l'esprit qui favorise aussi le relâchement des tensions du corps et du mental, si on n'arrive pas à se déclencher ce processus de réparation du corps, on risque un burn-out. On risque même des maladies. Donc, l'importance avec la cohérence cardiaque, c'est qu'elle va nous apprendre tout simplement à gérer ce balancier, à le gérer afin de le fendre le plus amplitude possible, afin aussi de nous donner la possibilité de savoir créer notre vie, de savoir gérer notre vie et de savoir aussi développer notre propre leadership. Ça, c'est très important au fait. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir gérer notre leadership, parce que c'est avec cette pensée positive, cette façon d'être positif, que ça va émaner
que notre non-verbal va émaner toute cette énergie, au fait. Et c'est cette énergie-là qui va faire que les gens vont vouloir vous suivre, que les gens vont vouloir travailler avec vous, être avec vous. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, ce que j'ai pu apprendre ces derniers temps. C'est vraiment cette façon d'être et c'est facile et c'est rapide. Peut-être trop, peut-être. Là, je vous ai juste mis cette slide pour vous montrer que lorsque vous êtes stressé, votre cœur va être stressé. J'ai l'appareil pour mesurer ça et ça vous montre réellement que ça monte, ça descend et ça peut aller très souvent encore plus haut et plus bas et ça va fatiguer votre cœur. Au fait, ça va vous fatiguer et toute cette fatigue-là va faire que vous allez être stressé. Là, cette partie du slide-là va vous montrer effectivement que lorsqu'on commence la cohérence cardiaque, ça va devenir beaucoup plus, les vagues vont être beaucoup plus facilement la même chose et ça va montrer que la cohérence va se faire. Cette cohérence-là, le plus on la fait, le plus on aide à l'intérieur de cette cohérence-là, le plus facile est de prendre des décisions et de mener sa vie le plus juste possible par rapport à qui vous êtes et à créer votre propre leadership. Voilà, j'ai fini avec ma conférence. Merci beaucoup, Sylvie. Merci énormément. C'était aussi dense, hein? J'ai essayé de noter. J'ai une question, mais j'ai déjà vu qu'il y a une autre question dans le chat, mais j'invite la personne à la poser, comme ça tout le monde le saura. Je pense que c'est Audrey, oui. Oui, en fait, la question, c'est pas vraiment une question, c'est plus un échange, on va dire. C'était quand j'écoute Sylvie parler, il y a beaucoup de choses qui résonnent avec moi et ma propre vie, mon histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai découvert il y a un an à peu près la méthodologie SANE. Et je voulais savoir si elle la connaissait parce que c'est cette éducation en fait qu'on doit faire à notre cœur et à notre bien-être, pour notre bien-être, de pouvoir identifier justement des émotions et pouvoir systématiser quelque part nos réactions. Voilà, donc c'était plus une question d'échange, savoir si elle connaissait cette méthodologie. Alors, je ne connais pas cette méthodologie. Par contre, par rapport à ce que vous êtes en train de me dire, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la cohérence cardiaque, on n'a même pas forcément besoin de se poser des questions. Simplement, c'est des exercices de respiration ou simplement une musique parce qu'il y a deux façons de faire, au fait. Mais la façon la plus courante, c'est de faire des respirations au moins 3 fois par jour, 5 minutes. Et le cœur se met automatiquement en cohérence. Après, il peut y avoir tout un travail fait au niveau, comment je dirais, au niveau d'un coaching par rapport à ça, pour voir effectivement quelles sont les émotions qui sont touchées et comment on peut changer par rapport à certaines situations. Mais déjà, juste de faire les respirations fait que le cœur se met automatiquement en cohérence et va mettre tous les organes en cohérence en même temps. Donc, ça fait un changement biologique radical et très rapide au niveau du corps, au fait. Merci beaucoup. Je vais juste prendre l'occasion de continuer sur ce thème-là. J'avais vu, ou peut-être tu as dit, mais je n'ai pas pu bien noter, mais est-ce que tu as dit que la cohérence cardiaque nous aide à prendre distance? De la distance, oui. Nous aide à prendre de la distance par rapport aux problématiques qu'on rencontre. D'accord. Et comment? Alors, justement, en travaillant sur cette cohérence cardiaque, justement par rapport aux exercices qu'il y a à faire, qui ne prennent pas énormément de temps, mais surtout, je peux dire par rapport à mon expérience, si vous voulez, en 2014, j'ai vécu un moment de stress au niveau business. Je me suis cassé 4 dents. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je dormais mal la nuit, je me réveillais, j'étais transpirante. Enfin, c'était vraiment quelque chose où je devais passer à travers en force, au fait. Et maintenant, je revis la même situation, qui est encore pire qu'en 2014, mais je la vis complètement zen. Alors, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des moments de pic de stress, mais elle dure 5 minutes, sincèrement.
Parce que tout d'un coup, je vais me focaliser en me disant comment je peux penser différemment, comment je peux prendre de la distance avec ça, et j'arrive à le prendre automatiquement. Et c'est ça qui est assez incroyable. Donc, je l'ai vraiment vécu. Et en plus, en 2014 et en 2017, ça m'a amené jusqu'à l'hôpital quand même, hein. Donc, je veux dire, j'ai été loin dans la démarche de la destruction. Et maintenant, je suis dans la démarche de la reconstruction et je me rends compte que c'est quelque chose qui fonctionne très rapidement, en fait. Et ça prend, alors, par rapport aux distances, la problématique. Tu prends énormément de distance, effectivement, Fatima. Merci beaucoup. Je vois que Taïssa demande si on a t'as des recommandations, livres, des vidéos sur cohérence cardiaque. Alors, j'ai une première recommandation, c'est que je donne un atelier samedi matin, si jamais. Comme ça, Moi, j'y vais, hein, donc voilà. Ça, je peux vous aider. Mais oui, il y a le livre de O'Hara sur les 365. Ça s'appelle 365. Donc, c'est sa méthode, hein. Et puis, il y a aussi un livre sur un autre monsieur qui a écrit, c'est Patrick Druot, qui lui a inventé la musique du cœur et qui a écrit tout un livre sur la cohérence cardiaque. Ah, super, merci beaucoup. Et samedi, je peux pas, hein, j'ai une formation en son quantique, tu vois. Bah, tant pis pour toi. Pour une prochaine fois, mais voilà. Et c'est vrai que lorsque je donne un cours sur le leadership, j'utilise les deux outils, que ce soit le cheval et la cohérence cardiaque en même temps. Ultra intéressant, merci. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Je pense que j'ai muté personne, mais si c'est le cas, dites-moi sur le chat. On n'a pas de questions, j'imagine. On a 3 personnes qui sont venues après les introductions. Antoine et Matteo et une autre personne que j'ai oubliée. Si vous voulez, on a 5 minutes pour que vous puissiez faire aussi l'introduction parce que tout le monde l'avait fait. Allô? Antoine? Merci Audrey. Alors, Antoine, mon casque ne marche pas. Ok. Bienvenue, Antoine, et j'espère que ça a été. Matteo, si vous voulez dire 2 mots. Je ne sais pas si Matteo nous écoute. Bon, dans tous les cas, merci beaucoup à Sylvie et à Thaïssa. Et merci beaucoup aux participants. C'était très intéressant et pour moi, c'était très, très dense, honnêtement. Beaucoup de concepts à garder dans la tête. Moi, je suis une personne qui est trop dans la tête et trop dans les données, très carrée. Mais voilà, c'est difficile de garder tout ça en tête quand on est, quand on est dans un travail très technique. Mais voilà, merci beaucoup, c'était très, très, très intéressant. Merci à vous. Et on va trouver cette vidéo sur YouTube dans quelques jours, donc on vous annoncer le lien. Et aussi, si vous voulez, je vais vous mettre dans l'email les recommandations de Sylvie. Et si Thaïssa, tu as d'autres choses à dire, on peut aussi mettre dans l'email pour que les gens aillent les liens ou des références. Bien sûr. OK, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.